Je me présente, je suis Bruno Freycinet, je travaille pour la société Antidote qui propose la solution Flutopic et je vais être accompagné aujourd'hui par Jérôme Dupont dans cette présentation. Jérôme, je te laisse te présenter très rapidement aussi. Oui, bonjour, Jérôme Dupont. Je suis en charge de toutes les solutions autour des contenus structurés, des contenus riches pour le compte d'Amexio. Merci. Alors aujourd'hui, donc l'objet de ce webinaire est de vous faire part de notre expérience en ce qui concerne la possibilité d'améliorer l'expérience utilisateur pour accéder à l'information grâce aux outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'arrivée de ces outils dans notre quotidien. On va essayer de vous montrer des exemples de comment on peut appliquer ce genre d'outils euh, pour faciliter le fait de trouver de l'information, quel que soit l'objectif que l'on ait dans sa fonction. Donc, soit rechercher de l'information dans le système d'information de l'entreprise, soit donner accès à des informations à l'extérieur de l'entreprise pour ses clients. Donc, les cas de figure sont divers et variés. Alors, après cette introduction, nous allons très rapidement vous présenter Flutopic et Amexio en quelques mots. Et puis, nous partirons très rapidement sur euh, l'information dynamique et le lien entre cette possibilité d'accéder à l'information et les modèles de langage de données et l'intelligence artificielle. On va vous montrer ça sur des exemples et puis on pourra interagir en fin de webinaire en prenant quelques-unes de vos questions pour aller plus loin que cet échange par webinaire. On pourra aussi rester en contact ou prendre contact après ce webinaire. Alors, dans beaucoup d'entreprises, l'information est silotée. Je pense pas vous apprendre quoi que ce soit, mais concrètement, dans chacune des entreprises ou organisations, il y a beaucoup de systèmes d'information différents qui communiquent plus ou moins les uns avec les autres. Et c'est toujours un enjeu assez important. Mais au final, on se retrouve toujours avec de l'information qui se retrouve dans des silos euh, posés les uns à côté des autres et avec beaucoup de difficultés pour les utilisateurs finaux d'accéder à ces informations, de trouver de l'information et d'y accéder de manière fédérée, c'est-à-dire comme si c'était un seul et même euh, jeu de données, alors que ce sont des outils différents qui stockent de l'information de manière différente. Donc l'intérêt de coupler l'intelligence artificielle dans ce type de situation, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur final de trouver facilement, plus facilement, l'information qui lui sera utile dans l'ensemble des systèmes d'information de l'entreprise. Dans ce domaine-là, Nextio Group intervient beaucoup. Peut-être que Jérôme, tu peux nous préciser exactement dans quels sont les domaines d'intervention de Nextio Group. Volontiers, Bruno. Donc, Amexio est le leader européen de la gestion de contenus digitaux. En l'occurrence, on intervient sur l'intégration principalement de solutions ECM, CCM, SCM ou CXM. Aujourd'hui, ce webinaire s'inscrit dans l'activité SCM, donc autour des contenus structurés. Nous sommes présents dans 9 pays, principalement Europe et Amérique du Nord. Et donc, on a un certain nombre de partenariats, et notamment depuis plusieurs années déjà avec Fluidtopic. Et donc, on accompagne nos clients dans l'ensemble du processus d'acquisition d'informations jusqu'à la partie diffusion et archivage. Et donc, le focus qu'on va faire aujourd'hui est plutôt sur la fin de cette chaîne avec effectivement l'exploitation de ces contenus dans le cadre du portail Fluidtopic. Merci Jérôme. Je vais faire le même exercice concernant Flutopic. Donc Flutopic, c'est le nom de la solution qui est éditée par l'entreprise Antidote. Antidote, c'est une entreprise qui a 25 ans et qui a toujours été positionnée sur le domaine de l'accès à l'information, donc favoriser le fait que les utilisateurs puissent trouver l'information qui leur soit utile. Euh, donc c'est une société de 100 personnes. Le siège social est basé à Lyon en France et on est sur ce marché-là avec Flutopic depuis 10 ans. Donc Flutopic c'est une plateforme qui a pour but de
pouvoir ingérer des contenus et les mettre à disposition des utilisateurs finaux à travers une plateforme de diffusion de l'information qui permet de nourrir tout un tas de processus métiers que vous pouvez avoir dans vos organisations. Ça peut être de la publication sur des portails, ça peut être d'aider les agents de support pour retrouver de l'information et répondre aux tickets de support que peuvent poser les utilisateurs finaux. Il y a beaucoup de use cases qui peuvent être améliorés grâce à une solution comme Flutopic qui marie le lien entre les contenus qui décrivent les produits, les processus internes de l'entreprise ou externes et l'accès à l'information sur ces processus pour les utilisateurs finaux. Donc le point d'orgue, c'est de permettre de réunir en un seul endroit une base de connaissances qui va être nourrie par l'ensemble des contenus que vous allez vouloir mettre à disposition des utilisateurs finaux. Donc, ça peut être des utilisateurs internes, ça peut être des clients, ça peut être des partenaires. Les cas de figure peuvent être très différents et divers et variés. Bien souvent, dans les entreprises, selon les services, comme je l'ai dit en introduction rapidement, eh bien, il y a différents outils. Or, ces outils ont besoin de cohérence les uns entre les autres et on peut se retrouver très rapidement à construire dans son système d'information, on peut appeler ça un plat de spaghetti, c'est-à-dire des liens entre tout un tas d'outils avec la grosse problématique de comment garder une cohérence dans l'information qui est répartie entre autant d'outils, comment les garder synchrones, comment quand je mets à jour de l'information à un endroit, je peux être sûr que les utilisateurs finaux vont être à même de trouver la dernière version de l'information qui a été mise à jour. Pour faire ça, ce que l'on met en avant chez Antidote avec la solution Flutopic, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une plateforme de delivery de content en anglais ou d'accès à l'information qui va simplifier en fait l'architecture de diffusion de l'information en connectant non pas chaque source d'information à chaque application pour les utilisateurs, mais en mettant une couche intermédiaire qui va concentrer, centraliser, enrichir, organiser l'information des différents silos d'information pour après être capable de délivrer de manière contextuelle l'ensemble de ces informations à, à tous les canaux de diffusion de l'information qui peuvent être utiles pour les différents profils utilisateurs de l'entreprise ou même en dehors de l'entreprise. Donc pour cela, le premier objectif d'une plateforme de diffusion de contenu, c'est d'être capable de se connecter à l'ensemble des silos d'information dans lesquels vous créez, gérez, stockez les contenus qui vont être utiles pour les utilisateurs. Concentrer cette information et créer une sorte de nuage informationnel qui va permettre après d'être requêté pour nourrir l'ensemble des différents outils qui vont être mis à la disposition des utilisateurs finaux. Donc ça peut être des portails, Internet, intranet, des chatbots, ça peut être de l'aide en ligne dans le monde du software, ça peut être des moyens d'interagir avec des agents de support au moment où on pose des questions sur des produits ou des processus, et de nourrir tout un tas de canaux de diffusion qui peuvent être nourris grâce à l'information que l'on crée dans les contenus de l'entreprise. Le but, c'est bien entendu de simplifier la vie des utilisateurs finaux, de les rendre complètement autonomes sur le fait de trouver l'information qui leur est utile et de manière contextuelle, c'est-à-dire qu'en fonction des profils utilisateurs, l'accès à l'information ne sera pas forcément uniforme. Le but étant, bien entendu, d'améliorer la performance et l'efficacité de ces différents utilisateurs par rapport à ce qu'ils ont à faire au quotidien. Dès lors qu'on parle d'accès à l'information, il est très important de prendre en compte aussi les aspects de sécurité. C'est-à-dire que tous les utilisateurs n'ont peut-être pas les mêmes droits d'accès aux informations. Et donc tous ces aspects-là sont pris en compte dans ce type de plateforme pour simplifier le fait de la mise à disposition de l'information auprès des utilisateurs, mais tout en gardant trace de qui accède à quoi et qui a le droit d'accéder à quoi. Alors, on a quelques exemples ici aujourd'hui pour le webinar. On va utiliser principalement un jeu de données que l'on a monté qui s'appelle DroneLift et qui a pour but de montrer dans un cas concentré
qu'on peut faire avec des contenus et mettre en lien ces contenus avec de l'intelligence artificielle pour proposer des interfaces utilisateurs riches de type chatbot. Tout le monde s'attend aujourd'hui à avoir ce type d'interface dans son monde professionnel, puisque on les utilise tous de plus en plus dans notre vie personnelle. Et donc, c'est important de pouvoir apporter ce même type d'expérience utilisateur auprès des professionnels de mon entreprise, de mon organisation, pour mes clients, pour mes partenaires. Alors, je vais basculer rapidement sur ce jeu de données, juste pour vous donner un contexte de ce que je vais utiliser là comme jeu de données. Donc, c'est une plateforme qu'on a appelée DroneLeaf. DroneLeaf n'est pas une société qui existe. On l'a inventé, c'est juste pour avoir un jeu de données représentatif. Donc, DroneLeaf est une société qui est supposée vendre des drones pour faire de la livraison de paquets. Donc, dans cette entreprise a 3 types de drones. Un qui s'appelle Heavy Shipper pour livrer des paquets lourds, Light Shipper pour livrer des paquets plus légers, et Food Shipper pour livrer des paquets avec de la nourriture. Bon, c'est juste un jeu de données, juste pour vous donner un ordre d'idée. Si je refais une recherche vide ici, vous voyez que donc il y a ces 3 types de drones, et puis que donc les contenus. Alors là, je suis resté en anglais, mais je vais peut-être basculer en français, ce sera mieux. Voilà. Donc les contenus exemples, ben on a mis des contenus un petit peu divers et variés avec des guides d'introduction aux produits, des guides de maintenance, des guides de dépannage. Bon, ce ne sont que des exemples. Tous ces contenus ont été générés en utilisant ChatGPT pour avoir un jeu de données représentatif euh, de ce qu'on peut trouver dans vos entreprises, dans vos organisations. Donc ce jeu de données, il existe en 3 langues. On l'a fait traduire en français, anglais et allemand, ou généré par ChatGPT. Le but de donc ce type de contenu, on peut intégrer ça dans la plateforme Flutopic assez facilement avec la gestion de différents connecteurs. Donc je peux gérer des sources de données, connecter ma plateforme à autant de silos de données que nécessaire en fonction de la nature des contenus que j'ai dans mon système d'information. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je me retrouve avec rapidement un outil qui me permet de construire des applications. Donc là, en l'occurrence, c'est un portail utilisateur qui me permet de chercher l'information dans la documentation qui décrit ces 3 drones dont je viens de vous parler en termes d'introduction. Donc là, par exemple, si je veux rechercher quelque chose qui concerne, je sais pas, le guide de maintenance, ben, je commence à taper et puis ben, il me propose, voilà, guide de maintenance, c'est effectivement celui-là que je cherche. Là, effectivement, on a des suggestions qui peuvent être faites en utilisant l'intelligence artificielle. Donc là, il m'a sélectionné 87 documents qui sont pertinents par rapport à la maintenance. Donc le plus pertinent est le guide de maintenance lui-même. Puis j'en ai d'autres qui font partie du guide de maintenance, mais qui parlent des mêmes sujets, mais qui sont vus comme moins pertinents par rapport à ma recherche. Et là, ici, j'ai des suggestions qui me sont faites par l'intelligence artificielle pour dire, bah, si tu veux être plus précis dans ta recherche, tu pourrais peut-être effectivement euh, taper ces mots-clés-là aussi parce qu'ils font partie de ce qui a été sélectionné dans ta première requête. Et donc, je peux ainsi itérativement venir préciser le contexte de ma requête grâce à des suggestions qui sont faites par l'intelligence artificielle. Ici, il y a un autre type d'exemple. Je peux demander un résumé de ce qui se trouve dans les documents euh, qui ont été sélectionnés ici. Voilà, ce sont des exemples. Si j'ouvre le document lui-même, le guide de maintenance, je peux mettre en place d'autres types d'interactions avec de l'intelligence artificielle pour enrichir l'expérience utilisateur. Donc là, en l'occurrence, je peux demander à faire un résumé de ce document. Donc c'est un document qui est assez long, qui explique comment faire de la maintenance sur les drones. Et donc ici, je peux lui demander de me faire un résumé de ce document en cliquant sur ce bouton. Alors, comment tout cela fonctionne-t-il? Je vais rebasculer juste 1 minute sur ce slide pour expliquer le principe. En fait, dans la plateforme Flutopic, il n'y a pas de modèle LLM. Ce modèle LLM est à l'extérieur. Vous pouvez interagir avec tous les acteurs du marché, donc il y en a de plus en plus aujourd'hui. Le principe, par contre, reste toujours le même, c'est une question est posée ou un contenu est identifié, donc là en l'occurrence c'était le guide de maintenance, et je vais pouvoir demander au système, Flutopic, de mélanger ce contenu avec une instruction ou un prompt en anglais,
Et grâce à ce prompt appliqué sur ces contenus, que je vais envoyer au modèle LLM, je vais obtenir une réponse. Donc là, dans l'exemple que je viens de faire, le prompt, euh, il est complètement configurable ici. Et donc là, en l'occurrence, le prompt, eh bien, c'était le summarize qui est ici. Et donc, ce prompt, je peux venir le définir. Donc, je peux lui donner un nom. Je peux dire quel fournisseur de LLM je veux utiliser, quel modèle chez ce fournisseur de LLM je veux utiliser. Et ici, je donne mes instructions pour ce prompt. Alors, donc là, on lui explique que, ben voilà, tu es un rédacteur technique, tu es capable de lire la documentation technique et je voudrais que tu génères un résumé à peu près de la moitié de la taille du contenu original pour pour affichage à l'utilisateur. Et donc là, c'est vraiment de la programmation euh, en langage naturel, hein, puisque ici, je peux dire and make it a four-line poem, par exemple. Je sauve mon prompt. Et si je retourne sur mon guide de maintenance et que je rafraîchis ma page, on va voir que si je reclique sur le bouton Summarize, eh bien, il me refait un résumé de mon document, comme je lui ai demandé, mais en plus, je lui ai donné comme instruction d'en faire un poème de 4 lignes. Donc voilà ce qu'il fait. Donc ce n'est qu'un exemple, hein. On peut lui demander de lister des entités qui sont mentionnées dans un document. C'est un autre exemple. On peut lui demander de suggérer des améliorations sur ce document. Encore un autre exemple. Donc en fait, les exemples sont divers et variés et la seule limite devient votre imagination. En complément, cette même technologie peut permettre de créer des chatbots où on va être capable d'interagir avec le contenu qui a été publié et d'avoir des réponses qui ne sont pas génériques basées sur un entraînement LLM qui serait fait par OpenAI ou un autre fournisseur sur des contenus que l'on ne maîtrise pas, mais qui soient bien guidés par la nature des contenus que j'ai fournis à Flutopic, qui vont être sélectionnés par Flutopic pour être transmis au LLM en disant réponds à cette question en utilisant ces contenus. Donc là, par exemple, je peux lui demander quel drone choisir. Je vais essayer de ne pas faire de faute de frappe. Quel drone choisir pour livrer un paquet de 8 kilos. Donc, ce que fait le système, la plateforme Flutopic à ce moment-là, c'est qu'elle calcule une distance sémantique entre cette question et les contenus qui ont été indexés. Elle sélectionne les contenus qui sont le plus pertinents. Donc là, en l'occurrence, c'est ce contenu qui a été vu comme étant le plus pertinent pour répondre à cette question. Ce contenu a été transmis au LLM en donnant comme instruction, réponds à cette question en ayant lu ce document. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un, mais s'il y en avait plusieurs de pertinents, on peut régler combien de documents sont pris en compte pour répondre aux questions. Donc là, en l'occurrence, il me dit que pour livrer un paquet de 8 kilos, c'est plutôt le drone Heavy Shipper qui est le choix approprié, qui peut aller jusqu'à 20 kilos. Et cette information reformulée par le chatbot provient du document originel qui a été indexé, qui est celui-ci, où effectivement, je trouve les 3 types de drones avec des différentes caractéristiques. Et on voit qu'effectivement, le light shipper peut aller que jusqu'à 5 kilos. C'est pour ça qu'il m'a proposé le heavy shipper et le food shipper allant que jusqu'à 2 kilos. C'est une technologie qui peut être conversationnelle, puisque derrière cette première question, je peux dire à quelle distance peut-il voler. Et donc vous voyez que même en faisant des fautes de français, ça passe. Et aussi que peut-il voler, il a compris que il, c'était le drone Heavy Shipper parce qu'il garde le contexte de la conversation précédente. À quelle vitesse maximale? 30 mètres secondes. Je peux aussi bénéficier de la technologie LLM, d'intelligence artificielle, pour faire des calculs sans utiliser mes contenus. Là, en l'occurrence, si je lui dis en kilomètres heure, parce que 30 mètres secondes, ça ne me parle pas beaucoup,
Et là, en l'occurrence, c'est uniquement une action un calcul qui est fait par l'intelligence artificielle pour me dire que c'est 108 km/h pour 30 mètres secondes. Et je peux lui dire, donc, quelle durée pour livrer à 1 kilomètre. Voilà. Donc, il me dit qu'il faudra 33 secondes pour livrer mon colis à 1 kilomètre en utilisant le Heavy Shipper. Dans la documentation, la seule information qui était disponible, il n'y avait pas du tout ces 33 secondes, il n'y avait pas du tout ces 108 km/h. Tout ça, c'est inféré grâce à l'intelligence artificielle, mais pas basé sur les drones en général, basé sur les caractéristiques des drones que j'ai décrits dans les contenus que j'ai fournis à la plateforme Pluto. Voilà un petit peu la logique de ce que l'on voulait vous présenter aujourd'hui, en rappelant aussi que, bien entendu, en fonction de l'utilisateur et en fonction du profil utilisateur, on peut imaginer d'avoir des réponses qui soient différentes en fonction des droits d'accès que je donne ou que je ne donne pas sur certains documents qui sont dans le Knowledge Center ou dans le Resource Center, comme on l'a appelé ici. Je vais retourner sur la partie slide, la démo, on l'a fait, et je vais donner la main à Jérôme pour qu'il nous explique en quoi les enjeux d'avoir des contenus de qualité peuvent améliorer ce type d'expérience utilisateur, puisque l'intelligence artificielle sans contenu, euh, ça ne fonctionne pas. Jérôme, à Merci toi. Bruno. Donc oui, le lien en fait entre la partie contenu structuré et ce que Bruno a présenté, on le voit effectivement sur la façon dont on collecte les contenus qui sont pertinents pour pouvoir apporter des réponses dans le contexte de l'utilisateur. Ce que Bruno a expliqué, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de notion d'apprentissage par elle-même sur les contenus. Et donc, tout ça suppose évidemment, enfin, cette expérience utilisateur finalement est maximisée quand on a la chance en entrée d'avoir des contenus qui sont structurés. Et donc, ce qu'on présente ici, c'est finalement la combinaison, le meilleur des mondes de notre point de vue, c'est-à-dire cette plateforme Freetopic que vous voyez à droite, qui est donc la partie Content Delivery Platform, couplée à des contenus structurés et donc couplé à un CCMS. Un CCMS, c'est un système de gestion de contenu structuré. Et donc, nous, notre ambition, c'est effectivement, dès lors que c'est possible, d'avoir ce couplage. Donc, le CCMS, évidemment, va permettre d'alimenter Freetopic avec des contenus qui vont être structurés et fragmentés. Et donc, ça veut dire des fragments avec tous les jeux de métadonnées qui vont bien, de manière à sélectionner les fragments d'informations les plus pertinents pour construire la réponse la plus pertinente pour l'utilisateur final. Et ce qu'il faut voir, c'est que donc un CCMS et des contenus structurés, il y a un certain nombre d'autres bénéfices, même déjà en interne, puisque dès lors qu'on travaille avec des contenus structurés, eh bien, ces contenus, on a la possibilité de les réutiliser, de générer, de mettre à jour plus facilement les différentes publications. Dès lord qu'un contenu est réutilisé, eh bien, on va le mettre à jour une seule fois et on va être en capacité de le propager dans tous les documents qui vont l'utiliser. Il va y avoir également des bénéfices du point de vue de la partie traduction, parce que dès lors qu'un contenu est créé une seule fois et utilisé à plusieurs endroits, ça voudra dire évidemment qu'on pourra également de le traduire qu'à un seul moment. Et puis, dès lors qu'on a effectivement également des contenus avec un certain nombre de règles métiers fortes, le fait de travailler avec des contenus structurés, ça veut dire qu'on va être capable également d'automatiser un certain nombre de traitements, de vérification, des automatisés, plutôt que uniquement de se baser sur des humains pour vérifier que ces règles de cohérence, ces règles métiers de cohérence entre les contenus sont bien respectées. Donc là, ce qu'on vous présente, c'est la chaîne idéale pour nous, sachant que sur certains projets, on peut être amené dans un premier temps à travailler sans contenu structuré, mettre en place le plus rapidement possible la partie Content Delivery Platform pour déjà apporter un premier niveau de service aux utilisateurs, et dans un second temps, migrer des contenus vers cette partie CMS et ces contenus structurés. Si tu peux, Bruno, passer sur le slide suivant, s'il te plaît. Donc, ce que vous voyez ici, c'est en fait une vision un peu synthétique de ce type de chaîne et la façon dont on la met en place. Donc, ce schéma se lit de la gauche vers la droite, où on a la partie en fait création de contenu
idéalement de manière structurée, la brique de gestion de ces contenus avec des fonctionnalités, notamment de workflow, des fonctionnalités de versionning qui vont nous permettre de tracer toutes les modifications qui ont été apportées sur nos contenus. Évidemment, la partie publication, donc on est en capacité de publier ces contenus, puisqu'ils sont structurés, on peut les publier dans différents formats. Ça peut être continuer encore, si c'est toujours un prérequis, de générer des publications PDF, des publications Word. Et là, dans le cas présent, notre scénario favori, c'est évidemment d'aller jusqu'à publier et diffuser ces contenus sur une plateforme type Fleetopic. Donc ça, c'est, on va dire, la suite logique de ce type de système. Mais en termes de mise en œuvre, en fait, on va finalement fonctionner à rebours, c'est-à-dire que quand on veut mettre en place ce type de chaîne, en fait, on va commencer par la fin, c'est-à-dire s'intéresser en premier lieu à l'expérience utilisateur qu'on souhaite apporter. Donc c'est ce que Bruno finalement a démontré sur la plateforme DroneLift. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois qu'on a défini l'expérience utilisateur, c'est-à-dire comment on veut accéder à ces contenus, comment on veut les présenter, eh bien, de ça, on va en déduire finalement un certain nombre de contraintes qu'on va devoir déporter sur le début de la chaîne. Et donc, notamment, on va devoir définir à quel niveau on va devoir découper les contenus, quelles sont les métadonnées qu'il faut qu'on y apporte, quelles sont les contraintes également d'accès à l'information. Et donc, ça fait partie des services qu'Amexio apporte à ses clients. Donc, cette définition, cette mise en œuvre globale qui combine à la fois des compétences techniques, mais également des compétences fonctionnelles et métiers. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Vous avez un panneau pour poser des questions éventuellement. Vous avez aussi ici nos coordonnées. Si vous prenez une copie d'écran de cet écran, vous pourrez entrer en contact avec moi-même ou avec Jérôme, ou prendre contact avec nos entreprises si vous avez des contacts directs avec elles déjà. Y a-t-il des questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les taper dans le tableau qui s'appelle questions de l'interface du webinaire. A priori, il n'y a pas de questions, mais ça devait être très clair. Eh bien, merci pour votre attention. Ah, oui, ça y est, j'en vois une qui arrive. Alors, merci pour cette présentation. Ce système permettrait-il d'élaborer des devis à partir d'une base de 20 000 références? Alors, tout est possible. Il faut simplement, quand on dit élaborer des devis, ça veut dire prendre des décisions commerciales. En tout cas, c'est ma compréhension de la question. Donc, il y a sûrement des règles à, à concevoir et il faut aussi, j'imagine, avoir concrètement pour répondre à cette question, mais de manière plus générale, en fait, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un outil d'intelligence artificielle en termes de qualité? Ça va reposer sur trois piliers importants. Le premier pilier, c'est là vous citez 20 000 références comme une base de contenu. Ça va être bien entendu la pertinence et la qualité de ces références. C'est le premier pilier. Deuxième pilier, ça va être la qualité du système LLM que vous allez sélectionner. Il y a beaucoup de modèles, il en sort pratiquement toutes les semaines des nouveaux qui sont toujours plus performants selon ceux qui les produisent, mais qui n'ont pas forcément toujours le même objectif. Donc il faut choisir le bon modèle LLM pour correspondre à l'usage que vous voulez en faire. Donc là, en l'occurrence, l'usage, ça serait de créer des devis sur la base de devis déjà existants. Et le troisième pilier, c'est d'avoir le savoir-faire pour rédiger le prompt adéquat pour le LLM que vous aurez choisi. Et c'est la combinaison des trois qualitatifs, c'est-à-dire des références de qualité, un LLM de qualité et un prompt de qualité qui va vous permettre d'envisager d'avoir une bonne qualité dans ce que vous essayez de faire. Donc, personnellement, je n'ai pas testé ce cas d'école, mais c'est pourquoi pas. Il faudrait l'essayer et trouver la bonne combinaison des bons référentiels, des bons contenus référentiels, du bon LLM et du bon prompt pour générer ce genre de choses.
Alors, il y a une question qui continue. Quel est approximatif une telle implémentation avec les points que vous venez de citer? Alors là, c'est très compliqué de répondre à cette question. Ça va dépendre de la nature de vos contenus, ça va dépendre de la nature du système qui doit être mis en place. Donc là, il y a beaucoup trop d'inconnus pour que je puisse répondre, mais on peut prendre contact après ce webinaire et regarder ça de manière plus détaillée pour faire une réponse sur cette fourchette de. On parle de documentation technique. Donc, il y a une autre question. On parle de documentation technique, mais c'est aussi valable pour de la documentation financière ou plus largement dans une entreprise régulée. Alors oui, quand on parle de documentation technique, c'est un terme un peu générique, mais qui souvent englobe de l'information qui décrit soit des produits, soit des processus complexes. La documentation financière généralement décrit des processus ou de la réglementation ou de la régulation. Donc c'est tout à fait possible d'appliquer ce type de processus aussi bien pour la partie structuration de l'information que sur la manière de l'exploiter après en termes d'interface utilisateur. Ça peut être fait, bien entendu, sur de la documentation financière, oui. Est-ce que l'on peut interagir avec des GED? C'était une autre question. Excuse-moi, Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, sur la partie documentation non technique, là effectivement la démonstration se base sur la partie DroneLeaf qui met en œuvre un produit, mais on a effectivement des références ou de manière plus large, ce qu'on voit c'est que des organisations qui ont de la documentation qui peut être type réglementaire, ça peut être même de la documentation juridique, des contrats ou ce genre de choses, et où on a besoin effectivement d'accéder à l'information pertinente et non pas uniquement de pouvoir retrouver un document. Effectivement, cette solution trouve toute sa place et on a déjà des premières références de ce type. Question suivante. Est-ce que l'on peut interagir avec des GED? Oui, oui, les GED sont des lieux de stockage d'informations, de contenu. Et bien entendu, on peut connecter ces GED à une plateforme comme Flutopic pour être capable de fournir ce type de lien entre les contenus et des modèles LLM et de fournir de nourrir des applications front grâce à ce lien qui est fait entre les contenus qui sont dans une GED et les applications utilisateurs qui peuvent permettre d'accéder à cette information. Dans Un, un, une autre un, question, oui, un vas-y. complément d'information ici, Bruno. Dans les services qu'Amexio apporte par ailleurs, on a également un outil qui permet d'interconnecter en fait différents systèmes et donc qui est déjà connecté à un certain nombre d'outils de CM et donc on propose déjà ce connecteur en lien avec Fluidtopic de manière à être capable effectivement d'alimenter Fluidtopic avec des informations qui proviennent de différents systèmes en place chez nos clients. Alors, il y a une question en lien, puisque, alors elle est posée en anglais, mais je vais la traduire en français. Est-ce qu'on peut connecter ça à IBM FileNet? Oui, oui, IBM FileNet est un des outils dans lequel on peut stocker de l'information et qui peut interagir avec Pluto. Et il y a une dernière question. La diffusion du contenu est omnicanal, si j'ai bien saisi, qu'il s'agisse de portail interne, PDF, mobile. Oui, alors les applications front qui peuvent être nourries par ce type de technologie sont diverses et variées. Ça peut être des applications, ça peut être des portails, ça peut être euh, même du inline help dans certains cas de figure. Et ça peut se nourrir de n'importe quel type et format de contenu. Bien entendu, si vous êtes capable de fournir un contenu de manière structurée, à savoir découpé par paragraphe, la qualité de la réponse risque d'être meilleure que si vous fournissez des PDF qui font 200 pages ou 2000 pages. Parce que quand on interagit avec un modèle LLM, il y a des contraintes techniques qui fait qu'on peut fournir qu'un certain nombre de tokens et que bien entendu, si je fournis un document qui fait 1000 pages en lui disant lis ces 1000 pages avant de répondre à la question, dans ces 1000 pages, il y a peut-être plein de sujets qui vont être abordés. Le modèle LLM sera peut-être pas capable de lire les 1000 pages. Donc, il y aura beaucoup de biais dans la réponse qui pourrait être fournie par le chatbot. C'est bien mieux de fournir de l'information qui est sélectionnée de manière plus précise pour dire au chatbot, pour répondre à cette question, lis cette partie-là du document, parce que c'est celle-là qui est pertinente par rapport à la question. Et donc, cette
cette sélection, elle repose sur deux choses, la capacité de Plutopic à sélectionner les unités documentaires les plus pertinentes pour répondre à une question, et le fait que vous ayez structuré vos contenus, quand c'est possible, pour être capable de fournir de l'information un peu plus structurée et granulaire que des PDF de 2000 pages. Y a-t-il d'autres questions? A priori, non. Mais dans ce cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va vous remercier pour votre participation et on reste à votre disposition pour interagir avec des cas projets plus concrets que vous auriez à la suite de ce webinaire. Bonne fin de journée à tous. Merci.